Donc, j'ai coupé. Donc, est-ce que je peux partager mon écran maintenant? Là, oui, oui, ça peut se faire Oui. maintenant. Oui. Eh bien, c'est bon. Partager. Ah, Voilà. super. Ben là, on l'a. Très bien. Oui, c'est très joli, hein. Euh, les couleurs. La gestion du stress. Alors voilà. Déjà quelques mots avant de commencer. Je me suis intéressé à la gestion du stress quand j'étais formateur et consultant en entreprise. Surtout que, à un moment donné, il y a eu des suicides dans une grande entreprise française qui s'appelait Orange, entreprise de télécom. Et à la suite de ça, le gouvernement a insisté pour que toutes les entreprises travaillent sur la question des risques psychosociaux, les RPS. Donc c'est dans ce cadre-là que j'étais sollicité avec d'autres pour faire des formations sur les RPS. Et dans cette formation, bien sûr, il y avait la question du stress qui était, disons, le mot m'échappe. Enfin, on devait parler de la gestion du stress. Voilà. Et donc, je suis parti un peu de là, mais je l'ai adapté pour des pasteurs ou des responsables d'église dans cette soirée. Donc, j'ai laissé toute une partie de ce que l'on enseigne en entreprise pour me concentrer sur le stress et comment, en tant que chrétien, on peut travailler sur cette gestion du stress. Alors, pourquoi ça n'avance pas? Bon, je devais passer au slide suivant, mais ça ne marche pas. Je ne comprends pas. Non. Là, vous voyez toujours mon écran. Ouais, c'est toujours l'écran. Voilà, bon, ce sera un peu plus petit, mais oui, pourquoi? Je ne comprends pas. Alors, je vais fermer ça. OK. Bon. Alors, je remets le partage d'écran. Voilà. Partager. Et là, bien sûr, je voudrais aller en haut, mais je n'y arrive pas parce qu'il y a une barre d'outils. Ah, je n'arrive pas à avoir. Comment ça se fait ça? Ah, ça y Euh, est. Ça y est, diaporama. c'est ça. Il y avait un bandeau, mais le bandeau vient de partir. Ça y est. Voilà. Ça marche. C'est bon Oui, pour vous? super. Ah. Super. Oui. Donc, premier point, la Bible et le stress. Ben, bien évidemment, la Bible ne parle pas du stress puisque c'est un concept qui a. Enfin, on a découvert le stress en 1956 avec les travaux de Hans Selye. Donc, bien évidemment, vous ne trouverez pas le mot stress dans la Bible, hein. Par contre, dans la Bible, on peut trouver des gens qui sont dans des situations assez dramatiques, assez difficiles, et la peur, l'anxiété, etc., etc. On peut trouver des situations de stress, même si le mot n'est pas employé. Par exemple, il me vient à l'esprit, comment il s'appelle, Saül et David. David s'était caché dans la caverne de Macpéla et Saül vient dans cette caverne et il va satisfaire un besoin naturel, il est dit, et David pourrait le tuer, il ne le fait pas, mais on peut imaginer le stress de David de se trouver dans cette caverne et puis le roi Saül entre dans la caverne à ce moment-là. Il y a aussi un autre épisode où le roi Saül dort dans un champ avec ses soldats et le roi David descend dans le champ et prend, je ne sais plus si c'est la cruche d'eau ou la lance de Saül, et ensuite sort du camp et interpelle Saül et ses soldats en disant, voyez, j'aurais pu tuer votre maître. Mais on peut imaginer tout le stress que cela impliquait de vivre une situation comme celle-là, quoi.
puisque dans le stress, il y a des poussées d'adrénaline, de cortisol, etc. On peut imaginer tout ce qui s'est passé à cette occasion. Donc, même si le mot stress ne se trouve pas dans la Bible, on voit souvent dans la Bible des situations stressantes. Stressantes pour les participants, et puisque je parlais de David, pensons aussi quand David fuyait devant Saül au tout début de sa fuite, il s'était réfugié chez un roi voisin et finalement, pour s'en sortir, il a dû faire comme s'il était fou, comme s'il avait perdu la raison. C'est ce qui explique aussi le psaume 34 dans la Bible. Donc, voilà. Donc, des situations stressantes, on en trouve beaucoup, beaucoup dans la Bible, mais le mot lui-même ne s'y trouve pas, puisque le concept date de 1956. Le stress est un problème universel. Vous et moi, nous sommes confrontés à des situations de stress. Encore la semaine dernière, j'étais tranquillement un soir, j'étais en train de prendre des billets pour me rendre dans une église de la Seufeu en train, et puis j'ai fait une fausse manœuvre, je m'en suis pas rendu compte. Je pensais que c'était comme dans les avions, vous savez, on cherche le tarif le moins cher et quand on fait le choix final, eh ben, il reste plus que ce choix final. Mais avec le service des rails de la France, la SNCF, les choix intermédiaires qui étaient juste pour moi de, de chercher le meilleur tarif, donc je ne pensais pas qu'il resterait dans la machine. Bien, ces choix intermédiaires sont restés. J'ai payé à la fin et je me suis rendu compte après coup, après avoir payé, que finalement j'allais payer le double de ce qui était prévu parce que les deux choix intermédiaires que j'avais fait avant, ils avaient été enregistrés alors que je pensais que ça ne l'était pas. Donc, poussée d'adrénaline quand j'ai vu que j'avais fait cette erreur. Et ce qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs, j'anticipe sur la suite, c'est que dès le lendemain, j'étais dans l'action. Je suis allé dans une gare de banlieue. Là, on m'a envoyé dans une gare à Paris. Dans cette gare, on m'a envoyé dans une autre gare de Paris, bon, etc. Je vous passe tous les détails. Mais toute la journée du lendemain, j'étais dans l'action pour chercher à résoudre ce problème. Et le fait d'être dans l'action aide beaucoup pour résoudre un problème de stress, alors que si on ne fait rien, eh bien, on est envahi par euh, ce stress qui nous paralyse, quoi. Donc, l'action, nous le verrons tout à l'heure, est un bon moyen de lutter contre le stress. Mais je donne cet exemple pour dire que c'est un problème universel. Et vous qui m'écoutez ce soir, peut-être vous êtes déjà dans une situation de stress, peut-être pas, mais peut-être vous y serez demain ou dans un mois. C'est un problème universel et il n'y a pas de moyen d'y échapper. Par contre, les moyens, c'est atténuer, contrôler, surmonter. Ça, c'est ce que nous allons voir. Une troisième chose dans cette introduction, c'est le fait qu'il y a du bon stress et du mauvais stress. Sans le stress, notre vie serait fade et peut-être que nous aurions du mal à vivre. Nous avons besoin aussi de stress pour nous bouger, pour agir, euh, pour créer des choses. Donc, un peu de stress est très très bon pour notre santé, pour notre vie, pour notre équilibre. C'est quand le stress devient trop important ou quand nous avons du mal à le gérer, qu'à ce moment-là, il se retourne contre nous. Au fond, on pourrait dire que le stress, c'est la vie. Euh, L'homme préhistorique, il arrivait à survivre grâce au stress, donc c'était vraiment au service de la vie. Pensez que, je pense l'homme préhistorique, mais on peut avoir le cas peut-être dans certains pays d'Afrique, hein. Si vous allez dans une réserve et que vous vous trouvez face à face avec un lion, le stress que vous allez éprouver va peut-être vous sauver la vie, soit parce que vous allez courir jusqu'à votre voiture si vous avez laissé votre voiture pas trop loin et vous enfermer dans la voiture avant que le lion ne vous ait rattrapé, soit que si vous avez un fusil, vite le prendre et puis vous défendre, quoi. Bon. Je pense d'ailleurs qu'il est interdit de tuer les lions dans les réserves, mais je donnais juste cet exemple pour dire que parce que j'ai le stress, tout d'un coup, je vais avoir une réaction rapide qui va peut-être me sauver la vie. Donc le stress, il est au service de la vie, mais c'est quand il devient trop important ou quand il est mal géré qu'à ce moment-là, il devient pernicieux et il nous fait du mal. Voilà, c'était l'introduction. Alors, nous allons voir deux approches qui ne correspondent pas vraiment l'une à l'autre, ces deux approches. L'une, c'est l'approche de la NASA, et l'autre, c'est une approche plus classique, l'approche médicale et psychologique.
Dans l'approche médicale, je serais très prudent et je pense que parmi vous, il y a peut-être des médecins qui sont certainement plus compétents que moi. Moi, je me situe plutôt comme un formateur et un consultant qui est là pour aider les managers et aussi les pasteurs, pourquoi pas, à, à mieux gérer leur vie. Mais je ne prétends pas avoir les connaissances que peut avoir un médecin dans ce domaine. Donc, la première approche, c'est l'approche de la NASA. Et si vous vous souvenez, ou si vous avez participé à la première formation, nous avons vu qu'un psychologue qui s'appelait Tebi Kaller avait été chargé par la NASA de développer un modèle pour, d'une part, permettre la cohésion des équipes dans les navettes spatiales, donc c'est-à-dire une méthode de recrutement d'astronautes, hein, et puis voir comment on va les mettre ensemble pour créer une équipe et qui s'entendent bien, qui soient bien soudés. Et le deuxième aspect de la méthode, la deuxième commande, c'était que cette méthode aide les astronautes à gérer leur stress. Avec cette idée que lorsqu'on est dans une capsule spatiale qui tourne à des milliers de kilomètres autour de la Terre, et qu'il y a forcément il y a des dizaines de situations de stress chaque jour, parce que si vous avez un problème, vous ne pouvez pas dire ah ben tiens, je vais m'arrêter et je vais amener la capsule au garage pour qu'on me la répare, hein, comme si on était sur la Terre. Déjà, quand on a un problème avec sa voiture, ça nous stresse sur Terre, alors que finalement, il y a un garagiste à 500 mètres de chez nous. Mais quand vous êtes dans une capsule spatiale, que vous êtes seul, enfin, ou en équipe, et que la Terre se trouve très 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 loin, on imagine que tout petit problème est générateur de stress. Donc, la commande qui avait été donnée à Tebi Keller, c'était donnez-nous, la NASA lui disait, donnez-nous une méthode qui va aider les astronautes à gérer leur stress. Et nous allons donc commencer par cette approche. Et là, je vais faire appel à vos souvenirs. Nous avions parlé dans cette première session de deux méthodes. La première méthode était basée sur l'analyse transactionnelle avec le parent, l'adulte, l'enfant, etc. Très bonne méthode en psychothérapie. Et puis, la deuxième méthode, c'était justement process communication modèle, cette méthode utilisée encore aujourd'hui par la NASA pour la sélection de ses astronautes. Donc, je vais faire appel à vos souvenirs, mais en même temps, je ferai des rappels. Alors, Debbie Keller dit, lorsque nous sommes stressés, il va y avoir plusieurs conséquences. La première conséquence, c'est la perte de la pensée claire. Tout d'un coup, les choses sont moins claires en moi. Alors, on reste dans la méthode de la NASA. Après, on verra la méthode plus habituelle, médicale et psychologique. Ensuite, mes interprétations de la réalité sont erronées. Et puis, j'ai des sentiments parasites de peur, de colère, etc. Et finalement, ça m'amène à avoir des comportements et à faire des choix inappropriés. Alors, je vais vous donner un exemple. C'est un couple et le matin. Alors, mes exemples sont toujours réels, hein, sauf qu'ils sont anonymes, bien sûr. Je ne vais pas donner les noms ni rien, mais je pars toujours d'exemples concrets et réels de ma pratique, de mon expérience, etc. Donc, c'est un couple. Et le matin, l'homme part à son bureau et il dit à sa femme, écoute, ne m'attends pas pour manger ce soir parce que, bon, il avait des responsabilités nationales. Un de mes directeurs régionaux a fait des détournements de fonds. Donc, je l'ai convoqué ce soir pour mettre les choses au clair. En même temps, ce n'est pas dramatique. Il n'est pas question de le licencier. C'était vraiment, à ce stade-là, c'était quelque chose encore de bénin. Mais ce directeur voulait que les choses soient mises au clair tout de suite avant qu'il y ait des conséquences beaucoup plus graves. Et donc, il passe sa journée de travail normale. Et le soir, il reçoit ce directeur. Et d'ailleurs, par prudence, il avait invité une autre personne, un témoin qui était là. Il y avait aussi des responsabilités dans cette entreprise pour qu'il y ait un témoin dans cette discussion. Alors, bien évidemment, il avait décroché son téléphone.
la ligne fixe dans le bureau, parce que c'est un entretien important. Il ne fallait pas être dérangé pendant l'entretien. Et puis, deuxième chose, c'était au tout début, ça remonte assez loin, c'était le tout début des téléphones portables, donc il a éteint son téléphone portable. Aujourd'hui, il aurait pu euh, peut-être baisser le son, etc. Mais là, bon, il avait coupé le téléphone portable. Il a l'entretien avec ce collaborateur devant témoin. Ça dure 1 heure et demie, 2 heures. Bon, vous pouvez imaginer que c'était quelque chose d'assez difficile, d'assez tendu, mais finalement, ça se termine assez bien. Et par amitié, et pour laisser une chance à ce collaborateur, en disant maintenant il a bien compris qu'il ne devait pas recommencer, il lui dit, bon, ben, on pourrait aller manger au restaurant tous les trois, avec la personne qui était témoin. Bon, le collaborateur qui s'était fait remonter les bretelles, a dit, non, 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 je préfère rentrer chez moi. Bon, bon, l'invitation a été faite. Ce directeur part au restaurant avec la personne qui avait été témoin. Quand il est au restaurant, il rallume son téléphone portable, bien évidemment. Et il commence à manger avec la personne qui était là. Bon, comme je vous l'avais dit, hein, il avait dit à sa femme le matin, ne m'attends pas ce soir pour manger. Donc, il ne s'inquiétait pas. Il savait que sa femme était au courant. Et alors qu'il est en plein repas, tout d'un coup, son téléphone sonne. Qu'est-ce qu'il voit? Le numéro qui s'affiche, c'est sa femme. Alors, très content, il dit, allô, bonjour, comment ça va? Et là, il entend une voix glaciale qui lui dit, où es-tu? Il dit, ben, je suis au restaurant. Et là, clac, sa femme raccroche. Il s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quoi? Il ne savait pas. Il avait prévenu, il avait dit de ne pas l'attendre pour manger, donc il ne sait pas ce qui se passe, mais en tout cas, alors ça le met légèrement sous stress, parce qu'il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, bon, il termine son repas, il rentre. C'est que le lendemain qu'il a l'explication. Alors voilà ce qui s'est passé. Sa femme a été inquiète un peu toute la journée, parce qu'en disant, oh là là, il reçoit quelqu'un et elle ne savait pas qu'il y aurait un témoin, donc il croyait que ça serait en tête à tête, peut-être ça va mal se passer, etc. Et le soir, comme elle était inquiète, donc elle était stressée, elle téléphone à son bureau. Et comme je vous l'ai dit, il avait décroché le téléphone fixe. Qu'est-ce qu'a fait sa femme? Elle a téléphoné sur le portable, mais il avait éteint le portable. Et là, sa femme est entrée, le stress l'a amené à perdre des pensées claires, et elle a commencé à entrer dans les interprétations erronées. C'est-à-dire, elle s'est dit, mon mari ne répond pas, ça veut dire que le directeur régional était tellement fâché, on a découvert qu'il avait mal agi, qu'il a fait des malversations, qu'il a tué mon mari. Donc elle imaginait son mari assassiné, tué dans son bureau. Elle a téléphoné au concierge de l'immeuble pour qu'il aille voir dans le bureau, mais comme le concierge faisait sa tournée du bâtiment pour nettoyer les bureaux, donc il n'était pas dans sa loge. Et cette femme était paniquée, paniquée, et à un moment donné, eh bien, elle a commencé à réfléchir. Alors, ça n'a pas été des comportements et des choix inappropriés. Elle a failli appeler le commissariat, mais elle ne l'a pas fait. Mais elle a commencé à se dire, ben voilà, on vient d'acheter une maison avec mon mari, donc maintenant je suis veuve, euh, il faut que je regarde l'assurance. Je crois que dans l'assurance qu'on a pris la maison, il est dit que si on devient veuf ou veuve, on ne sera pas obligé de verser certaines choses, certains bords, etc., etc. Enfin, vous voyez, elle était complètement partie dans un délire. Et quand, bien sûr, elle a appelé son mari et qu'il lui répond du restaurant, bah, je suis au restaurant, cette angoisse qui était en elle s'est transformée en colère contre lui, et c'est là qu'elle lui a raccroché au nez. Et ils ont mis 2 jours pour s'en remettre parce qu'elle avait tellement été blessée que finalement, pour qu'elle lui explique qu'il n'y était pour rien et qu'il n'avait, entre guillemets, rien fait de mal, quoi, et qu'il avait même prévenu de ne pas l'attendre, etc. Quand même, il a fallu un certain temps pour que les relations redeviennent correctes dans le couple. Donc voilà, alors je vous donne cet exemple réel qui nous donne une conséquence du stress. C'est pas tout le monde pareil, mais souvent, regardez, par exemple, des parents qui attendent leur enfant qui sort mettons, du lycée,
quelquefois, ça peut être soit le père, soit la mère, l'un des deux, qui commence à s'inquiéter parce que l'enfant est en retard, quoi. Et il va imaginer que l'enfant s'est mal comporté à l'école, ou qu'il a été renversé par une voiture, ou qu'il a été agressé, etc., etc. Et puis l'autre conjoint peut dire, mais non, chérie, mais c'est pas grave, il a 15 ans, il s'intéresse aux filles, il doit être en train de parler dans un groupe, ils sont peut-être allés boire une grenadine dans un café. Bon, voilà. Et il y en a un qui va s'inquiéter et l'autre qui sera, enfin, l'un qui va être complètement stressé et l'autre, au contraire, pourra être encore calme parce que nous sommes affectés différemment par le stress et le même événement peut stresser une personne et ne pas en stresser une autre. Alors, d'après Tebi Keller, et donc dans ce travail de la NASA, il y a 3 niveaux. Alors là, je suis sûr que vous avez du mal à voir la page d'écran de mon ordinateur, mais j'ai cherché à mettre des couleurs plus claires sur les lignes. Je n'ai pas réussi. Donc, je vais vous lire le texte. Donc, Tebi Keller considère qu'il y a 3 degrés de stress. Le premier degré, et il dit, c'est la porte d'entrée. Et ça peut nous arriver plusieurs fois dans la journée d'avoir des petites situations qui sont la porte d'entrée du stress, mais ça ne va pas plus loin. C'est juste un petit, un petit coup d'épingle, quoi. Mais si nous ne le gérons pas comme il faut, nous entrons dans le deuxième degré qu'il appelle le sous-sol du stress. Et soit nous prenons conscience qu'il faut réagir et réagir de la bonne façon, soit si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'arriver au troisième degré du stress qu'il appelle la cave du stress. Donc il y a une porte d'entrée, et puis il y a un sous-sol et il y a une cave. Donc l'intérêt car il a créé ce modèle pour la NASA, PCM, hein, Process Communication Model, l'idée c'était peut-être que nous n'éviterons pas le premier degré, mais dès que nous sommes au second degré, nous les astronautes, il faut tout de suite faire quelque chose pour sortir de ce stress qui va sinon nous paralyser et nous amener à faire de mauvais choix. Alors, quand nous avons eu notre première formation sur notre personnalité, qui sommes-nous, etc., donc nous avons parlé des 6 types de personnalités d'après la process communication, d'après ce modèle de la NASA. Et si vous vous souvenez, il y avait l'analyseur, il y avait le persévérant, il y avait l'imagineur, il y avait l'énergiseur, il y avait le promoteur et il y avait l'empathique. Il y en avait 6. Nous allons les reprendre ici et je ne pense pas que je vous avais fait la distinction entre la base et la phase, et donc je ne vais pas le faire maintenant parce que ça compliquerait les choses. Mais d'après ce modèle et les études, les recherches faites sur ce modèle, nous avons une personnalité de base, c'est ce que nous avions vu. Et puis, au cours de notre vie, nous avons d'autres aspects de notre personnalité qui sont, qui sont là et qui peuvent se développer. Et c'est ce que Tebi Keller appelle la phase. Donc, nous avons une base et nous avons aussi une phase. Donc, les séquences de stress se passent surtout au niveau de notre phase, c'est-à-dire dans notre vie, nous avons certainement nous avons pu avoir des modifications de notre personnalité. Nous avions toujours notre personnalité de base. Mettons, ma personnalité de base est empathique. Et puis un jour, j'ai développé, dans un processus assez long, un- le côté analyseur que j'avais en moi, ben, il s'est développé et il a pris une place assez importante dans ma vie. Donc j'ai toujours ma base empathique, mais en même temps, j'ai cette phase analyseur qui est très, comment dire, très vivante et qui influence fortement mon comportement. Et c'est donc au niveau de cette phase que vont surtout se manifester les séquences de stress. Alors, prenons quelqu'un, analyseur. Donc maintenant, je ne vais plus préciser si c'est base ou phase, mais je vais simplement dire analyseur, persévérant, etc. Donc, quelqu'un qui est analyseur. Donc, si vous vous souvenez, l'analyseur, c'est quelqu'un qui est responsable, logique, organisé, etc. Si cette personne a
une petite séquence de stress, très, très légère, comme il peut y en avoir plusieurs fois dans la journée, le risque pour elle, c'est de penser à la place des autres. Voilà. Dire, tiens, lui, il faudrait qu'il fasse ça, et puis finalement, je vais prendre une décision pour un collaborateur sans lui en parler, par exemple. Euh, Toujours au premier degré de stress, cette personne aura du mal à déléguer. Ben, je prépare le culte de dimanche prochain, et d'habitude, quand je prépare le culte, eh bien, admettons, je demande à un membre du conseil ou un membre de la paroisse de lire les textes bibliques, ce qui est une forme de délégation. Mais là, je ne vais pas le faire, en disant non, non, il vaut mieux que je fasse ça moi-même. Ce sont des textes compliqués, donc il vaut mieux que je le fasse moi-même. Voilà. Cette personne sous stress risque de surdétailler quand elle parle. Elle va avoir des phrases compliquées parce qu'elle va mettre beaucoup de détails dedans. Et puis, ça c'est le premier degré, si cette personne n'arrive pas à revenir à sortir de son stress, et donc si elle passe au deuxième degré, le risque pour elle, c'est de surcontrôler. Alors elle va, ah, je reviens en arrière, elle va commencer à contrôler les autres. Et puis, elle risque d'être critique sur l'équité, l'argent, l'ordre ou la responsabilité. Elle peut être frustrée par les questions des autres en termes de réflexion. Elle peut attaquer verbalement même, avoir des paroles dures envers les autres. Donc là, quand je commence à surcontrôler, si j'ai confié une tâche à quelqu'un, ben, par exemple lire les textes bibliques ou autres, et si tout d'un coup, la veille, je téléphone à la personne en disant, bon, je t'avais envoyé un mail avec les textes, tu m'as répondu, mais tu les as bien relus, les textes, hein, tu sais, ils sont difficiles, hein, il y a des mots compliqués parce que, euh, par exemple, dans Esther, il y a le livre d'Esther, il y a des noms compliqués dedans. Donc, t'as bien relu, hein, et je commence à surcontrôler, à bien vérifier que les gens ont fait ce qu'on leur a demandé. Ça peut être le signe que je suis déjà dans mon deuxième degré de stress. Maintenant, nous allons voir le profil persévérant. Donc, si vous vous souvenez, ce sont des gens qui sont dévoués, des gens sur qui on peut compter, des gens qui ont des opinions fortes. C'est vraiment les gens solides de l'Église, de la paroisse.